8 mars 1945. Les pilotes du 497e Bomb Group regardaient leur B-29 Super Fortress avec incrédulité. Les équipes de maintenance étaient en train d'arracher les mitrailleuses de calibre 50, les mécanismes de tourelle, les caisses de munitions, toutes les armes défensives à l'exception des mitrailleuses de queue. Le bruit du métal raclant le tarmac résonnait dans la nuit, tandis que 2700 kg de puissance de feu étaient retirés de chaque appareil. On les envoyait au-dessus de la ville la plus défendue de la planète, sans défense, et ils ne volaient pas à l'altitude réglementaire de 9000 mètres où les canons ennemis ne pouvaient pas les atteindre. Ils y allaient à 1500 mètres, assez bas pour voir des bâtiments individuels, assez bas pour être touchés par des tirs d'armes légères. Leur commandant, le général de division Curtis LeMay, avait abandonné toutes les règles du manuel. L'état-major de l'armée de l'air le traitait de fou. Les équipages pensaient que c'était une mission suicide. S'il avait tort, il ne serait pas seulement traduit en cour martiale. Il serait l'homme qui aurait signé l'arrêt de mort de 3000 aviateurs en une seule nuit. Ce n'était pas qu'un simple changement tactique. C'était un pari de 3 milliards de dollars avec l'arme la plus chère de l'histoire humaine. Et le temps pressait. Mais en une seule nuit, cette décision allait changer le cours de la guerre et sauver 1 million de vies. La question était de savoir comment un général pouvait justifier d'envoyer des bombardiers sans défense au cœur des défenses aériennes japonaises. La réponse commença 2 jours plus tôt, dans une salle des opérations sur Guam, 6 mars 1945. Le général de division Curtis LeMay se tenait dans la salle des opérations de Guam, fixant des photographies de reconnaissance de Tokyo étalées sur la table de briefing. L'humidité du Pacifique pesait lourdement dans la pièce malgré les ventilateurs. La fumée de cigares montait en volute du cendrier à côté des photos. Ces officiers d'état-major attendaient dans un silence inconfortable. LeMay réfléchissait, calculait. Le poids d'un demi-million de vies américaines reposait sur les décisions qu'il prendrait dans cette pièce. Il savait ce qui allait arriver. Depuis 3 mois, le 21e Bomber Command envoyait des B-29 Super Fortress contre des cibles japonaises depuis 9000 mètres, utilisant des bombardements de précision de jour. Les usines continuèrent de tourner. Les engrenages continuèrent de fonctionner. L'usine de moteurs d'avion Nakajima, qu'ils avaient bombardée 4 fois, fonctionnait encore à 90% de sa capacité. Le complexe industriel Mitsubishi Heavy Industries montrait des dégâts minimes après 6 raids, 3 mois de bombardement, 1600 sorties, 3600 tonnes d'explosifs largués. Résultat, une réduction de 1,4% de la capacité de production de guerre japonaise. Pendant ce temps, les forces américaines se préparaient à envahir Okinawa en avril, puis les îles japonaises elles-mêmes. Les estimations des services de renseignement prédisaient de 500 000 à 1 million de pertes américaines pour l'invasion. 1 million d'Américains mourraient en se frayant un chemin à travers le Japon, à moins que quelque chose ne change. LeMay comprenait ce que son état-major ne voulait pas reconnaître. La doctrine américaine échouait et les Américains en paieraient le prix en sang. LeMay avait été envoyé dans les Mariannes pour résoudre ce problème. C'était le commandant aérien le plus agressif et le plus efficace du théâtre européen. Il avait redessiné les tactiques de bombardement, réduisant les pertes de 30%, tout en augmentant la précision. Mais il avait appris quelque chose que ses supérieurs refusaient d'accepter. La doctrine était une théorie. Les résultats étaient la réalité, mesurée en vies humaines. Et en mars 1945, la doctrine produisait des résultats catastrophiques. LeMay avait étudié ce que les Japonais avaient de fait aux prisonniers américains, la marche de la mort de Bataan, où les forces japonaises avaient tué environ 10 000 prisonniers de guerre, dont des centaines d'Américains et des milliers de Philippins. Le massacre de Manille, où les troupes japonaises avaient tué 100 000 civils philippins et torturé des Américains capturés. Des rapports provenant de camps de prisonniers libérés décrivaient une famine systématique et un traitement brutal des prisonniers américains. Ce n'étaient pas des soldats respectant les lois de la guerre. C'était un ennemi qui devait être détruit complètement, sinon il tuerait tous les Américains qui débarqueraient sur leur plage. La campagne de bombardement stratégique était censée rendre l'invasion inutile.
3 mois de bombardement de précision à haute altitude n'avaient presque rien accompli. De jeunes Américains allaient mourir par centaines de milliers, à moins que Lemay ne trouve un moyen de terminer cette guerre depuis les airs. 7 mars 1945. Lemay convoqua une réunion avec ses officiers d'état-major supérieurs au quartier général du 21e Bomber Command. Ce qu'il proposa dans cette pièce allait sauver des centaines de milliers de vies américaines. Nous allons retirer les armes des B-29, tout l'armement défensif, sauf les mitrailleuses de queue. Silence. Son officier des opérations pensa avoir mal entendu. Mon général, retirez les armes. Lemay continua sans tenir compte de la réaction. Nous allons voler entre 1500 et 2100 mètres au lieu de 9000 mètres. Nous allons bombarder de nuit au lieu de jour. Et nous allons utiliser des bombes incendiaires au lieu d'explosifs. L'objectif est de détruire la production de guerre japonaise partout où elle se trouve, et elle se trouve dans chaque quartier de Tokyo. Son officier de renseignement retrouva sa voix. Mon général, voler à basse altitude exposera les appareils à tous les canons anti-aériens de Tokyo. Nous perdrons la moitié de la force. Lemay avait anticipé cette objection. Il avait passé 2 semaines à analyser les capacités de défense aérienne japonaises. Les données racontaient une histoire différente de celle suggérée par la sagesse conventionnelle. Les forces de chasse japonaises étaient épuisées. Les raids américains avaient détruit 60% des appareils de défense. Leurs canons lourds de la DCA étaient conçus pour des bombardiers à 6000 à 9000 mètres, pas à 1500 mètres. Et les opérations de nuit dégraderaient sérieusement l'efficacité défensive japonaise. La plupart des chasseurs et des batteries anti-aériennes dépendaient du ciblage visuel. Lemay expliqua cette analyse à son état-major. La réponse fut le scepticisme. C'étaient des officiers expérimentés qui comprenaient la doctrine du combat aérien. Tout ce que Lemay proposait violait des principes fondamentaux. Retirez les armes défensives et vous retirez la capacité de se défendre contre les attaques de chasseurs. Volez à basse altitude et vous rendez l'appareil vulnérable à toutes les armes que l'ennemi possède. Son officier des opérations souleva la question inévitable. Mon général, cela signifie cibler des zones résidentielles. Washington va avoir de sérieux problèmes à qualifier cela de bombardement de précision d'objectifs militaires. La réponse de Lemay révéla pourquoi il avait été envoyé pour commander le 21e Bomber Command. Tokyo est un objectif militaire. Les rapports des services de renseignement confirment que la production de guerre japonaise est dispersée dans des milliers de petits ateliers dans les quartiers résidentiels. Des familles japonaises fabriquent des composants d'avions, des obus d'artillerie et des pièces de fusil dans leurs maisons. Toute la population civile est engagée dans la production de guerre. Il n'y a pas de cible non militaire à Tokyo. Ce n'était pas une exagération. La mobilisation industrielle japonaise en 1945 avait transféré environ 40% de la production de guerre vers des industries artisanales dispersées. Des familles travaillaient chez elles à fabriquer des pièces de précision pour les moteurs d'avion et les armes. On ne peut pas bombarder avec précision un atelier qui se trouve dans le salon de quelqu'un. Ils font 5 mètres de large, dispersés sur 250 km² de ville. La seule façon de détruire la production de guerre japonaise est de brûler les quartiers où cette production a lieu. Lemay comprenait ce qu'il proposait. Des familles mourraient, des enfants brûleraient. Il n'y avait aucun moyen de séparer les cibles militaires des populations civiles quand les cibles militaires se trouvaient à l'intérieur des maisons civiles. Il avait calculé le coût des deux côtés. 100 000 civils japonais morts dans des tempêtes de feu ou 1 demi-million d'Américains morts sur les plages du débarquement. Lemay exposa la réalité stratégique que son état-major ne voulait pas reconnaître. Le régime qui n'avait montré aucune pitié à Bataan se battrait jusqu'à la mort et emporterait avec lui tous les Américains qu'il pourrait. Le choix était clair. Brûler la production de guerre japonaise maintenant et terminer la guerre depuis les airs ou envoyer des soldats envahir ces îles et les regarder mourir par centaines de milliers. L'état-major de Lemay comprenait le calcul. Il ne s'agissait pas de suivre la doctrine. Il s'agissait de choisir quelle population paierait le prix du sang. Lemay avait conclu que suivre le manuel produisait des pertes. Il abandonnerait le manuel de la haute altitude pour ramener les troupes à la maison vivante, et si l'état-major de l'armée de l'air le traitait de fou pour cela, il leur prouverait qu'ils avaient tort avec des résultats.
La décision de retirer les armes n'était pas arbitraire. Lemay avait fait les calculs. Un B-29 entièrement armé transportait plus de 2700 kg de canons défensifs, munitions, mécanismes de tourelle et systèmes de conduite de tir. Retirer ce poids, et le B-29 pouvait transporter 2700 kg supplémentaires de bombes incendiaires. Pour une force de 300 B-29, cela signifiait 800 tonnes supplémentaires de munitions par mission. Cette charge utile supplémentaire déterminerait si l'attaque réussissait ou échouait. Lemay autorisa les modifications immédiatement. Les équipes de maintenance à Northfield sur Guam commencèrent à retirer les armes des B-29 le 8 mars. Le bruit des lourds mécanismes de tourelle traînés sur le tarmac résonna dans la nuit. Les équipes au sol enlevèrent les tourelles, démontèrent les systèmes de conduite de tir, retirèrent les caisses de munitions et scellèrent les ouvertures avec des plaques métalliques. Ils n'enlevaient pas seulement de l'acier. Ils enlevaient le sentiment de sécurité de l'équipage. Pour un mitrailleur de 19 ans, ces mitrailleuses de calibre 0,50 étaient son seul espoir de survie contre les chasseurs japonais. Les modifications horrifièrent les équipages des bombardiers. Quand les pilotes et les mitrailleurs virent leurs avions dépouillés de leurs armes défensives, ils comprirent ce que Lemay proposait. Ils voleraient dans l'espace aérien japonais avec presque aucune capacité à se défendre contre les attaques de chasseurs. Si les chasseurs de nuit japonais les trouvaient, ils mourraient. Des mitrailleurs de B-29 du 497e Bomb Group décrivirent plus tard la réaction de l'équipage. Nous pensions que Lemay avait perdu la tête. Enlever les armes faisait de nous des cibles faciles. Lemay voulait piloter lui-même l'avion de tête. Son état-major argumenta farouchement contre. Les commandants de théâtre ne volèrent pas en mission de combat. Il était trop précieux pour risquer d'être capturé. Mais Lemay s'assura que chaque membre d'équipage sache qu'il avait voulu voler avec eux. Cette connaissance affecta leur confiance plus que n'importe quel briefing n'aurait pu le faire. 9 mars 1945, 14 heures, 334 équipages de B-29 entrèrent dans les salles de briefing à travers les Mariannes, Guam, Tinian, Saipan. Chaque base de bombardiers reçut le même briefing simultanément. Quand le rideau couvrant la carte de la cible fut retiré, les équipages virent une route qu'ils n'avaient jamais volée auparavant. La voix de l'officier de briefing porta à travers la salle. La cible de ce soir est Tokyo. Le point de visée principal est le district de Shitamachi. Vous volerez à des altitudes comprises entre 1500 et 2100 mètres. La charge de bombe est constituée de grappes incendiaires M69. L'armement défensif a été retiré de tous les appareils, à l'exception des mitrailleuses de queue. La salle explosa. Les équipages crièrent des questions simultanément. 1500 mètres sans armes, de nuit? L'officier de briefing attendit le silence. Le général Lemay voulait personnellement mener la mission dans l'avion de commandement. Cette annonce changea l'atmosphère instantanément. Si Lemay était prêt à voler en tête, le plan n'était pas insensé. C'était peut-être dangereux, mais c'était un risque calculé, pas un suicide. Le briefing continua avec les spécificités. L'heure sur l'objectif serait échelonnée de 0h15 à 3h du matin. Les avions de tête marqueraient la zone cible avec des bombes incendiaires. Les vagues suivantes bombarderaient la zone marquée, créant une tempête de feu. L'altitude minimale pour la course de bombardement était de 1500 mètres. Le maximum était de 2800 mètres. La plupart des appareils voleraient entre 1500 et 2100 mètres. Les équipages apprirent qu'ils transporteraient la charge maximale possible de grappes incendiaires M69. Chaque avion larguerait environ 6 tonnes d'incendiaires. 334 appareils largueraient plus de 650 000 petites bombes incendiaires sur Tokyo en une seule nuit. L'intention était de créer une tempête de feu si intense qu'elle générerait ses propres conditions météorologiques. Les équipages comprenaient ce que cela signifiait. Ils ne bombardaient pas des usines. Ils bombardaient des quartiers où des gens vivaient et travaillaient. Des femmes, des enfants, des personnes âgées. Les incendies ne feraient pas de distinction entre l'ouvrier d'usine aéronautique et sa famille dormant dans la pièce d'à côté. Certains membres d'équipage demandèrent à être retirés de la liste de missions. Lemay avait anticipé cela. Il traita les demandes personnellement.
Tout membre d'équipage qui ne voulait pas voler cette mission pouvait se retirer sans préjudice. Une poignée d'hommes demandèrent leur retrait. Lemay accorda chaque demande. Les équipages restants voleraient. Ce soir-là, les équipes de maintenance chargèrent des bombes incendiaires dans 334 B-29. Chaque avion fut ravitaillé au maximum. Chaque avion fut dépouillé de tout équipement non essentiel à la mission. Certains avions volèrent sans leur groupe auxiliaire de puissance pour économiser du poids. À 17h36, le premier B-29 décolla de Guam. Curtis Lemay n'était pas dans l'avion de tête. Le brigadier général Thomas Power mena les avions éclaireurs à sa place. Lemay surveilla la mission depuis le centre des opérations, suivant chaque bombardier tandis qu'il décollait et se formait. Ses équipages savaient qu'il avait voulu voler avec eux. Il savait qu'on le lui avait interdit uniquement parce qu'il était trop précieux pour risquer de le perdre. Cela suffisait. Lemay avait prouvé sa confiance dans le plan par sa volonté de risquer sa propre vie pour lui. Au cours des 2 heures suivantes, 334 B-29 Superfortress décollèrent des bases à travers les Mariannes et se formèrent pour le vol vers Tokyo. Ils volèrent vers le nord à travers l'obscurité, vers le raid de bombardement le plus destructeur de l'histoire humaine. 10 mars 1945, 0h08, heure de Tokyo. Le premier B-29 franchit la côte japonaise à Chiba, à 100 km au sud-est de Tokyo. L'appareil appartenait au 497e Bomb Group, volant comme éclaireur de tête. Sa mission était de marquer la zone cible pour les vagues suivantes. Le B-29 éclaireur transportait une charge de bombes incendiaires M47 mélangées à des bombes explosives. Les incendiaires créeraient des incendies visibles pour marquer le point de visée. Les explosifs détruiraient les équipements de lutte contre l'incendie et perturberaient les secours d'urgence japonais. Le pilote maintint l'altitude à 1580 mètres. L'avion était dépouillé de tous ses canons défensifs, à l'exception de la position de queue. Le mitrailleur était assis seul, regardant les projecteurs japonais balayer le ciel en contrebas. Tokyo s'étendait sous eux comme une mer d'obscurité brisée par des lumières éparses. Les conditions de blackout étaient en vigueur, mais la ville était trop grande pour être complètement obscurcie. Le bombardier de l'éclaireur activa son viseur Norden. La cible était l'intersection de 2 rues principales dans le district de Shitamachi. Dans le cockpit, le seul bruit était le ronronnement des moteurs et la respiration lourde dans les masques à oxygène. L'équipage volait assez bas pour voir des bâtiments individuels, assez bas pour être touché par des tirs d'armes légères, sans défense, à l'exception d'une mitrailleuse de queue. À 0h15, les premières bombes tombèrent sur Tokyo. Des incendiaires M47 touchèrent des pâtés de maisons résidentielles et explosèrent en grappes de feu blanc. Des bombes explosives explosèrent quelques secondes plus tard, projetant des débris et détruisant les conduites d'eau. En quelques minutes, la zone cible fut marquée par un motif grandissant d'incendie. Le deuxième éclaireur arriva à 0h17 et largua sa charge à 270 mètres au nord du premier. Le troisième arriva à 0h20 et marqua la limite sud de la zone cible. À 0h30, les éclaireurs avaient créé un motif en croix d'incendie d'environ 1,6 km de large. Les sirènes de raids aériens hurlèrent à travers Tokyo. Les civils qui avaient connu les raids précédents à haute altitude se dirigèrent vers les abris. Mais ce raid était différent. Les bombardiers étaient assez bas pour que les gens au sol puissent entendre clairement les moteurs. Le bruit était terrifiant. 18 moteurs R 3350 par avion, produisant un grondement grave distinctif. 334 avions signifiaient plus de 6000 moteurs approchant de Tokyo. Le bruit se transforma en un tonnerre continu qui dura des heures. Les batteries anti-aériennes japonaises ouvrirent le feu sur les éclaireurs. Des obus lourds de la DCA explosèrent à des altitudes comprises entre 4500 et 7500 mètres, bien au-dessus des B-29. Les tirs de la DCA légère étaient plus précis, mais moins intenses que ceux à quoi les équipages américains s'étaient attendus. Les éclaireurs achevèrent leur course et virèrent vers l'est en direction de Guam. Derrière eux, la force principale arrivait. À 0h45, la première vague de 100 B-29 atteignit Tokyo et commença ses courses de bombardement. Les grappes incendiaires M69 commencèrent à tomber sur le district de Shitamachi à 0h50.
Chaque grappe s'ouvrait à 600 mètres d'altitude, libérant 38 petites bombes individuelles. Les petites bombes tombaient en culbutant dans l'obscurité, traînant de la fumée de phosphore blanc. À l'impact, elles s'enflammaient. De l'essence gélifiée brûlait à 1100 degrés Celsius, assez chaude pour faire fondre l'acier. En quelques minutes, des milliers d'incendies brûlaient sur plusieurs kilomètres carrés. À mesure que d'autres B-29 arrivaient et larguaient leurs charges, les incendies se combinaient en une immense conflagration, un mur de feu en mouvement poussé par des vents de force ouragan. À 1h30, les vents de surface autour de la zone de feu dépassaient les 95 km par heure. La tempête de feu créait son propre système météorologique, aspirant l'oxygène qui alimentait les incendies. Les B-29 continuaient d'arriver toutes les quelques minutes. Les équipages à haute altitude pouvaient voir clairement les incendies à 65 km de distance. La zone cible luisait orange et rouge, visible à travers l'obscurité. Les pilotes rapportèrent des courants ascendants thermiques si puissants qu'ils soulevaient les B-29 de centaines de mètres, malgré le manche à cabrer à fond. La chaleur était une chose vivante. Les équipages à 2100 mètres pouvaient la sentir à travers leurs masques à oxygène, l'huile brûlée, le bois calciné, la saveur métallique de l'essence gélifiée. La conflagration respirait, inhalant l'oxygène à des kilomètres à la ronde et exhalant de l'air surchauffé qui ballottait les bombardiers de 65 tonnes comme du papier. Certains bombardiers rapportèrent des difficultés à voir leur point de visée à travers la fumée. Ils larguèrent leurs charges en se basant sur la position relative à des points de repère visibles autour de la zone de feu. À 2 heures du matin, la conflagration couvrait environ 40 km². La température au niveau du sol dépassait 1100 degrés. Tout brûlait dans ce district, le bois, l'acier, le béton. Le coût humain était stupéfiant. 100 000 personnes périrent en une seule nuit. La conflagration consuma l'oxygène de la ville, rendant les abris inutiles et transformant les rues en couloirs de feu infranchissables. Des familles entières furent perdues en ces 6 heures. Le désastre ne détruisit pas seulement la capacité industrielle de Tokyo, mais des milliers de foyers où des familles vivaient et travaillaient. Le Mei avait calculé ce coût. Il avait décidé qu'il était nécessaire pour empêcher quelque chose de pire. À 2h30, la dernière vague de B-29 approcha de Tokyo. Ses équipages volèrent depuis 7 heures. Ils s'attendaient à trouver des tirs anti-aériens et des projecteurs. Au lieu de cela, ils trouvèrent un désert brûlé visible à 160 km de distance. Des pilotes du 500e Bomb Group décrivirent plus tard la scène. Nous pouvions voir Tokyo brûler avant d'atteindre la côte japonaise. La ville entière semblait en feu. Quand nous nous sommes rapprochés, nous pouvions voir que la moitié de la ville était effectivement en feu. Le bombardier de Smith rapporta que la fumée des incendies atteignait leur altitude de 2000 mètres. Ils larguèrent leurs incendiaires à travers une fumée si épaisse qu'ils ne pouvaient pas voir le sol. À 3 heures du matin, 334 B-29 avaient largué 1665 tonnes de bombes incendiaires sur Tokyo. Le dernier avion tourna vers l'est et retourna vers les Mariannes. Derrière eux, la tempête de feu continua de brûler. Les secours d'urgence japonais avaient perdu le contrôle. Les pompiers cessèrent de combattre les incendies et se concentrèrent sur l'évacuation. Mais les rues étaient bloquées par le feu, les débris et les foules paniquées. Les incendies brûlèrent toute la nuit. Le 10 mars à 8 heures, la tempête de feu commença à diminuer en manquant de combustible. Des quartiers entiers avaient été réduits en cendres. Les autorités japonaises commencèrent à compter les victimes. Le bilan officiel fut fixé à 100 000 morts, bien que le chiffre réel fût probablement bien plus élevé. 40 000 survivants supplémentaires furent laissés avec des blessures graves. Plus d'1 million de personnes se retrouvèrent soudainement sans abri. Le district de Shitamachi avait été effacé. Des quartiers entiers qui existaient depuis des siècles avaient disparu. L'ampleur du déplacement et de la perte allait remodeler Tokyo pour des années. Le raid de Lemay sur Tokyo était le cas test. Les photographies de reconnaissance lui dirent si le pari avait fonctionné. 14 B-29 furent perdus. Le coût humain au sol était presque incompréhensible.
11 mars 1945. Les chefs d'état-major interarmés à Washington reçurent le rapport après action de Lemay. Le rapport détaillait l'exécution tactique de la mission, l'évaluation des dégâts et les implications stratégiques. Le général Henry Ap Arnold, commandant général des forces aériennes de l'armée, lut le rapport et comprit immédiatement ce que Lemay avait accompli. Des mois de bombardements à haute altitude avaient à peine effleuré la production japonaise. Une nuit de bombardements incendiaires avait détruit plus que toute la campagne précédente. C'était une multiplication par 13 de l'efficacité. Arnold fit face à une décision. La pression était énorme. Le programme B-29 avait coûté plus de 3 milliards de dollars. Si la campagne de bombardement stratégique continuait d'échouer, Arnold devrait expliquer comment le programme d'armes le plus cher de l'histoire n'avait presque rien accompli. Il pouvait réprimander Lemay pour avoir abandonné la doctrine, ou il pouvait approuver des tactiques qui fonctionnaient réellement. Les chiffres rendaient la décision évidente. Une nuit de bombardements incendiaires avait détruit plus que 3 mois de bombardements de précision. Les pertes étaient plus faibles que lors des missions à haute altitude. Arnold prit sa décision le 12 mars. Il envoya un message à Lemay autorisant la continuation des attaques incendiaires à basse altitude contre les villes japonaises. Le message était clair. Washington valorisait les résultats plutôt que la doctrine. Les tactiques de Lemay fonctionnaient. Certains officiers mirent en question la justification des pertes civiles. La réponse d'Arnold mit fin à cette discussion. C'était une guerre totale contre un ennemi qui n'avait montré aucune pitié. Mais la question demeurait, Lemay avait-il trouvé la moins terrible option parmi des choix terribles, ou la guerre les avait-elle changés en quelque chose qu'il ne reconnaîtrait pas? Le choix était clair. Détruire la production de guerre japonaise maintenant par la puissance aérienne, ou envoyer des troupes envahir et mourir par centaines de milliers. Lemay reçut l'autorisation d'Arnold et planifia immédiatement des raids de suivi. Au cours des 2 semaines suivantes, les B-29 frappèrent de Nagoya, Osaka et Kobe avec des incendiaires. À la fin mars 1945, environ 80 km² de zones urbaines industrielles japonaises avaient été détruits. Lemay avait prouvé que des tactiques agressives exécutées correctement produisaient des résultats avec moins de pertes. L'état-major de l'armée de l'air, qui avait résisté à son plan, ordonnait maintenant son expansion. Entre mars et août 1945, les bombardiers de Lemay frappèrent 67 villes japonaises. La campagne détruisit 470 km² de capacité industrielle urbaine. À l'été, la production de guerre du Japon s'était effondrée de 60%. Les bombes atomiques larguées en août furent livrées par des B-29 sous le commandement de Lemay. Le 15 août 1945, le Japon capitula sans condition. L'invasion n'eut jamais lieu. Pas un seul soldat américain n'eut à prendre d'assaut les plages japonaises. Les 500 000 à 1 million de pertes américaines estimées pour l'opération Downfall devinrent une statistique qui n'exista que sur le papier. Lemay avait été envoyé pour terminer la guerre depuis les airs. Il accomplit cette mission, mais le coût se mesurait en 67 villes réduites en cendres et en centaines de milliers de civils japonais morts. Il ne s'excusa jamais pour cette décision. Dans ses mémoires et ses interviews, il la défendit comme nécessaire. Il comprenait le poids moral du choix entre des options terribles. Des années plus tard, Lemay dit quelque chose qui révéla sa compréhension des enjeux moraux. Il croyait que s'il avait perdu la guerre, il aurait été jugé comme criminel de guerre. Il savait exactement ce qu'il avait fait. En 1948, il commanda le pont aérien de Berlin. En 1961, il devint chef d'état-major de l'armée de l'air américaine. Sa carrière prouva que la direction militaire reconnaissait son génie stratégique malgré la complexité morale de ce qu'il avait fait. Curtis Lemay mourut en 1990 à l'âge de 83 ans. L'histoire continue de débattre si le bombardement incendiaire des villes japonaises était justifié. Mais elle ne peut nier le résultat. L'invasion n'eut jamais lieu et il ramena les garçons à la maison.